Déjà, je peux vous annoncer que la prochaine réunion du Centre Lesdiguières aura lieu non pas un lundi, mais un mercredi, le mercredi 7 décembre. Nous avons effectivement invité Jean-Paul Gourevitch, et le thème, ça sera les réseaux islamistes radicaux, dont il est un peu un spécialiste, en lien avec l'émigration, avec les migrants. Et là aussi, il a, je dirais, trois spécialités. Celle de bien connaître l'Afrique, de bien connaître tous les problèmes démographiques et d'être d'ailleurs enseignant dans ce domaine, et puis donc de bien connaître les flux migratoires. Et puis il s'est intéressé, il a écrit un livre sur l'islam radical, et donc on ne parlera pas de la religion islam, mais on parlera plutôt de l'islam culturel, politique, voilà. Hein. Donc ça sera le mercredi 7 décembre à 20 h. Alors le lieu, on va essayer de faire cette réunion ici, mais il n'est pas certain que la salle soit libre. Et si elle n'était pas libre, on va essayer de la faire à ce moment-là dans les salles de Saint-Augustin, hein, dans le quartier de l'Abbaye. Donc vous recevrez une invitation, mais on n'est pas en mesure de vous donner exactement le lieu. Voilà. Pendant que j'ai la parole, je vous signale simplement la parution d'un numéro spécial sur Pierre Boutan, hein, qui a été sorti par la Nouvelle Revue Universelle. Hein. Bon, c'est assez passionnant, c'est plein de témoignages sur qui était Boutan, qui était Pierre Boutan. Certains d'entre vous l'ont peut-être connu. Hein. Voilà, donc je voulais vous le signaler. Et puis, vous signaler un numéro de Politique Magazine qui parle de la ruralité. Or, vous savez qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont vraiment en grande souffrance. Hein, et je crois qu'il est important qu'on sache ce qui se passe dans ce monde-là, parce qu'il y a vraiment des douleurs et des drames qui se produisent tout près de nous, finalement. Et il faut vraiment en être conscient et, si on le peut, essayer de les aider, en tout cas de les défendre. Voilà. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que ça me paraît assez grave. Voilà. Donc aujourd'hui, Jean-Christophe, tu vas nous parler du Brexit et des conséquences heureuses et malheureuses du Brexit. Voilà. Bonsoir à tous. Je commencerai par ma petite remarque habituelle pour ceux qui ont encore oublié d'éteindre leur portable. Faites-le, ça vous évitera d'un seul coup de paniquer. Vous entendrez que votre petite sonnerie vous dérange. Alors, je ne sais pas si je l'ai fait moi-même, mais bon. Simplement, Vincent, on filme la conférence et vous pouvez la retrouver comme d'habitude sur YouTube. Si certains d'entre vous ne reçoivent pas les coordonnées, on vous les adressera, mais Yves pourra vous les... Hein, voilà. En gros, à ceux qui m'ont donné leur adresse courriel des autres, ce sera plus difficile. Donc la parenthèse techno étant terminée entre la caméra et les ondes hertziennes qui nous connectent tous, eh bien ce soir on va donc parler du Brexit, en se posant un petit peu une question, si c'est une catastrophe ou si c'est une chance pour les nations européennes. J'aime bien le ton interrogatif parce que des fois, poser la question, c'est apporter une réponse, surtout quand on connaît l'absence d'orientation objective de l'orateur sur la question. En tout cas, nous avons eu un événement, un des principaux événements de l'année, puis pour une fois où il n'était pas du tout violent, on ne peut que se réjouir de ce type d'événement. Et le fait que la construction européenne venait de subir un nouvel échec populaire, puisqu'elle était une fois de plus désavouée. Le néo-empire financier qui nous impose chaque jour de nouvelles directives, de nouvelles directions, de nouvelles visions, de nouvelles pensées uniques, eh bien, se voyait une fois de plus infirmé dans sa vision englobante. Donc aujourd'hui, on est plutôt à l'heure des questions. Vous savez même que l'actualité juridique britannique vient de nous ouvrir un nouveau rebondissement. Ce ne sera que le énième, puisque au pays du Parlement, eh bien, la législation, d'après la haute cour britannique, ne permet pas d'engager la sollicitation de l'article 50 qui permet
d'officialiser le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, sans d'abord passer par le Parlement. Et donc, nous sommes en plus, mais bon, je n'aurai pas le temps d'évoquer ce thème-là, mais ça plaira à Vincent, au comble des contradictions de la démocratie, puisque d'un côté, on a la démocratie exprimée par le peuple, et puis de l'autre côté, il faudra que la démocratie s'exprime par le Parlement. Comment trancher? Le titre du Daily Telegraph, alors je n'ai pas pu vous l'amener, je vous ai amené d'autres journaux, mais c'était sur le Brexit, mais sur la décision des juges. Le titre du Daily Telegraph, à la suite de la décision des juges, c'était « Les juges contre le peuple », enfin la traduction française. Donc on n'est pas à l'abri d'une énième contradiction et d'une énième conséquence. Alors, comme on pourrait partir un petit peu dans tous les sens, j'ai essayé de serrer sur certains thèmes. Je vous propose donc d'aborder en 3 parties les enjeux autour du Brexit. On ne pourra pas en faire le tour, et comme je le disais, ce sera plus des hypothèses que des certitudes, sauf pour ce qui est déjà connu, c'est-à-dire ce qui est passé. Une première approche pour un petit peu démentir la vision des médias, c'est ce que j'ai intitulé « La longue histoire du Brexit », la très longue histoire du Brexit. Et si je devais résumer cette première partie, je dirais qu'en un mot, c'est tout sauf une surprise. Vous allez comprendre pourquoi. Quelles conséquences pour l'Europe? Quelques conséquences pour cette Union européenne et ce projet européen. Et puis, bon, on est quand même en France, nos amis britanniques sont particulièrement sympathiques, mais quelles conséquences aussi pour la France, puisque on est sans doute, après le Royaume-Uni, le pays qui est de loin le plus impacté par les conséquences de ce divorce. Donc, si vous le voulez bien, la longue histoire du Brexit. Alors, dans le discours officiel, le Brexit, il a à peine 13 mois, puisque c'est en mai 2015 que ce terme va apparaître dans le vocabulaire politique européen. Quand j'ai préparé mon texte, le logiciel d'orthographe, alors je suis sans doute pas à jour au niveau techno, je ne sais pas sur quel Windows je sais, il n'aimait pas Brexit, hein, il me l'a souligné à chaque fois. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, je vois qu'il y avait quelques jeunes au fond, si dans le logiciel d'orthographe ça a été réactualisé, le Brexit est inclus, mais on va se le payer pendant longtemps. Hein. En tout cas, officiellement, il y a une histoire très courte, donc, qui commence il y a 13 mois, en mai 2015, avec la promesse faite par David Cameron, candidat donc, pour sa réélection au poste de Premier ministre, puisqu'il l'était depuis le 11 mai 2010, et que les élections intervenant tous les 5 ans, sauf décision du Parlement de s'autodissoudre par anticipation, ce qui risque de se produire avec le pataquès des juges, ils ne savent pas bien comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, eh bien, de tenter de court-circuiter les mouvements opposés à la construction européenne au Royaume-Uni, en particulier UKIP, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, et qui a eu, lors de toutes les élections intermédiaires, des succès électoraux relativement importants, et même d'un nombre de voix supérieur aux Tories ou au Labour lors des élections européennes qui ont eu lieu en 2014. Donc cette inquiétude, eh bien, le Premier ministre britannique a imité son lointain prédécesseur en 1975 en proposant un référendum, ce qui est une énorme surprise compte tenu de l'histoire politique du Royaume-Uni. Il n'y avait qu'un seul précédent, celui de 1975, déjà sur l'Union européenne, pour récupérer une partie de ces votes au moment des élections cruciales que sont les élections pour désigner les MP, les Members of Parliament, et donc de leur promettre qu'ils pouvaient voter en toute tranquillité Tories et qu'ensuite
ils pourraient, lors d'un référendum, eh bien, voter éventuellement pour le Brexit. Alors, sa stratégie, il l'a un petit peu déguisée. Il l'a habillée d'une renégociation des accords qui lient la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, avec l'Union européenne. Les Européens ont fait semblant de lui accorder certaines nouvelles marches parce qu'ils en avaient déjà beaucoup. Et au nom de cela, il a pu militer pour le Remain, le maintien dans l'Union. Donc, il est réélu grâce à ce subterfuge le 7 mai de l'année passée. Et le 28, donc 3 semaines plus tard, il annonce qu'un référendum sera organisé le 24 juin 2016. Donc, il a bien maintenu sa promesse. Vous en connaissez la suite, je vous fais grâce des étapes de la campagne. Et, entre guillemets, il y a une surprise, puisque, alors en Grande-Bretagne, il y a les sondages, mais vous verrez que les sondages, traditionnellement, sont rarement performants pour l'annonce d'un résultat. Donc, ce qui était beaucoup plus fiable, et c'est une des premières fois où ils se sont trompés, c'est une spécialité locale, ce sont les bookmakers. Les bookmakers, en général, ne se trompent pas. Ils sont plus performants que les boules de cristal. Et jusqu'à la veille du scrutin, eh bien, ils annonçaient le Remain devant le Brexit. Donc, surprise qui, pour les médias, pour les autorités bien pensantes, et je serais tenté de dire bien séantes, tombe des nues. Comment oser réaliser un tel divorce après 40 ans d'union, certes un petit peu chaotique, mais qui avait procuré, soi-disant, des ressources, des réussites, en tout cas plus de business, c'est sûr. Donc, échec, alors que ce n'est que le énième échec populaire de la construction européenne. On pourrait faire le tour des Suisses et des Norvégiens qui ont la chance, eux, d'être consultés lorsqu'il s'agit d'adhérer et qui choisissent la chance. Alors, bien entendu, j'ai choisi des pays sous-développés, intellectuellement placés en queue de peloton, des universités planétaires, etc. Enfin, bon, on ne peut pas s'en contenter. Les Suédois, bon, c'est un peu du même style, un autre pays sous-développé, c'est bien connu. À chaque fois qu'on les a consultés sur l'euro, et si je ne me trompe pas, ils ont voté 2 fois, ils ont dit non. Les Danois, eux, encore un autre pays archaïque, ils ont voté 3 fois non. On va descendre, on va plutôt remonter dans l'archaïsme. Les Irlandais ont même voté non, alors on leur a tiré l'oreille, on les a grondés, on les a demandé de voter pour quitter de Lisbonne. On a même eu le clou du spectacle avec les Français et les Néerlandais qui se sont payés l'outrecuidance d'être opposés à la Constitution européenne. Et puis on a même eu le scénario improbable de ce Parlement wallon auquel la Belgique a donné des pouvoirs importants. Alors maintenant, on est encore à 28. Vous savez combien on a de parlements maintenant ? On a 28 pays, mais 38 parlements. Quand il y a un texte européen, il y a 38 parlements qui doivent être consultés pour pouvoir donner leur avis. Alors là, c'est une des grandes contradictions de l'Union, parce qu'elle veut enjamber les nations, et elle se fait piéger par son régionalisme exacerbé. Alors, je ne vais pas entrer dans la liste, je n'ai pas osé le faire, mais à mon avis, il doit y avoir beaucoup de Länder voilà, dans la Constitution. Il y a les parlements. Voilà, déjà, il y a les 3 parlements irlandais du Nord, gallois et écossais, le Parlement wallon, le Parlement de Bruxelles et le Parlement des Flandres. Merci. L'Espagne aussi. Peut-être 2 ou 3 parlements espagnols, peut-être les Catalans, les Basques, les Andalous, les Canariens, les Baléares, voilà. Bien, donc, un con. Alors,
je maintiens une partie de ma thèse, c'est tout sauf une surprise. C'est tout sauf une surprise puisque l'histoire du Brexit est très très ancien. J'oserais dire qu'il a 70 ans et je vais essayer de vous en apporter quelques éléments plus ou moins tangibles. Alors, on pourrait d'ailleurs remonter plus en amont à la stratégie de Buckingham Palace d'organiser la division pour mieux régner sur le continent en évitant que ou l'Empire ou le Royaume de France ne soit une quelconque menace, sans parler du Royaume d'Espagne qui, lorsqu'il a atteint son apogée, a rapidement été marginalisé par l'arrivée de la puissance britannique sur l'ère planétaire. Restons-en à peine 70 ans. Donc, le projet européen se cristallise à partir de 1945, puisque le continent européen est un peu éliminé de l'histoire par ces guerres civiles incessantes. Et l'idée d'États-Unis d'Europe va venir d'un Anglais, un certain Winston Churchill, qui, dans sa traversée du désert, comme dirait son alter ego, si je puis dire, côté français, eh bien, s'est retrouvé un petit peu inoccupé. Vous savez qu'il a été désavoué par les électeurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il va prononcer un discours qui annoncera les États-Unis d'Europe au fameux congrès de La Haye en mai 1948. Ce congrès sera suivi de ce qu'on appelle le discours de l'horloge, qui appellera à la constitution de l'Union européenne. Alors à l'époque, on n'était pas encore à ce terme-là, on parlait de communauté. Et les Anglais vont donc participer à ces négociations. Ils seront parmi les acteurs de cette esquisse de premier projet. Dès le lendemain du discours de Robert Schuman dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay. Mais le projet qui va se concrétiser, la CECA, la Communauté européenne du charbon d'acier, dès le départ, les Anglais vont refuser les formes supranationales du projet. Car l'idée des tenants du projet était d'imposer des mécanismes supranationaux. Et constatant qu'il n'y avait pas le maintien des nations ou des droits nationaux et des souverainetés dans le projet, les Anglais se retirent, et donc la première Europe sera une Europe des six. Je surnomme ça en quelque sorte le premier Brexit, première sortie du Royaume-Uni, alors qu'ils en étaient à l'origine, qu'ils en étaient